Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Pape Mamaye Diokou, avocat au barreau de Paris et président de la jeunesse de l'Union centriste du Sénégal. Adama Coulibaly, enseignant et président de l'APP, Alternative Patriotique Panafricaine Birkundi. Et Sega Goundiam vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur et consultant en management. Merci à vous de nous rejoindre. Et pour parler justement, on le fait depuis le début de cette émission, de l'investiture au Cameroun du président Paul Biya, Sega Goundiam. Le président est confronté, en plus on l'a dit en début d'émission, de la résolution de la crise anglophone à la contestation de son élection, notamment du côté du MRC qui dénonce des fraudes depuis le 7 octobre, date du scrutin présidentiel. Donc un climat politique qui s'est fortement dégradé. Aujourd'hui on a appris également l'arrestation, en tout cas l'opposant Maurice Kamto qui serait assigné à résidence, des informations encore à confirmer, donc un climat politique toujours extrêmement tendu. Sega Goundiam. D'abord, je vous prie de m'excuser pour le retard. J'ai entendu une bonne partie de vos débats dans les couloirs. Moi, il y a deux, trois choses qui me gênent dans la réélection de Paul Biya. La première, c'est que quand on reste aussi longtemps au pouvoir, ça veut dire qu'on fait l'impasse sur un certain nombre de générations. Est-ce que ça voudrait dire que Paul Biya est indispensable au Cameroun et que le Cameroun est incapable d'enfanter d'autres gens aussi capables, voire plus capables que lui, depuis presque une quarantaine d'années, si on compte la période où il a été Premier ministre? Et ça, c'est le premier point qui me gêne. Le deuxième point qui me gêne, et pas qu'un peu, c'est les soucis, voire les conflits avec une partie. Il ne faut quand même pas exagérer, c'est pas toute la zone anglophone qui s'est levée comme un seul homme, c'est une partie active. Je suis incapable de vous dire quel pourcentage ça représente, mais une partie active qui s'est levée côté zone anglophone, ce qui n'est pas nouveau, hein, ça date d'avant l'indépendance. Les indépendances, ça date de l'immédiate après l'indépendance. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre, et c'est ce genre de problème, sans rentrer dans le phénomène de gouvernance, est-ce qu'il faut un État fédéral, est-ce qu'il faut un État unitaire avec beaucoup de décentralisation, ça ce sont des choses à voir entre Camerounais, donc je ne me permettrai pas de porter de jugement. Toujours est-il que quand les gens en arrivent à prendre les armes, c'est qu'il manque un espace de liberté, un espace capacité à s'exprimer, un espace d'expression pour ces gens-là. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas, qui est déréglé, dont il faut s'occuper. Indépendamment, ce qu'il ne faut pas négliger de la capacité qu'ont certains de nos hommes politiques à vouloir être chef de quelque chose, même de quelques villages. Ils veulent être chef absolument à n'importe quel prix, quitte à ce qu'il y ait des gens qui meurent. Ça existe aussi comme phénomène. La troisième chose, la dernière, et puis je vais rentrer dans le débat avec les collègues, la troisième chose qui me dérange, c'est quand on voit la facilité avec laquelle les hommes au pouvoir, maîtrisant tous les leviers d'une élection, sont capables de faire le score qu'ils veulent. Pas le score qui est vrai, mais le score qu'ils veulent. On est en train de voir la même chose au Congo RDC, où le président, enfin le candidat qui est sa marionnette, a autour de lui, dans l'organisation, tout ce qui compte comme responsable politique, administratif, militaire dans le pays. Comment voulez-vous qu'il y ait des élections convenables dans ces circonstances-là? Le doute est permis. Alors, peut-être toujours sur les défis qui attendent le président Paul Biya. On va voir ce sujet de notre journaliste sur place, Viviane Baoken. C'est par cette phrase que le président Paul Biya, élu lors de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, entre en fonction. Il a prêté serment ce 6 novembre 2018 au palais de l'Assemblée nationale devant l'ensemble des corps diplomatiques. Ce nouveau septennat du président Paul Biya annonce de nouveaux chantiers prioritaires, parmi lesquels la restauration de la sécurité dans les régions anglophones. À ces entrepreneurs de guerre qui mettent à mal notre unité nationale et prônent la sécession, il faut qu'ils sachent qu'ils se heurteront non seulement à la rigueur de la loi, mais aussi à la détermination de nos forces de défense et de sécurité. Les chantiers économiques ne sont pas un reste des priorités du nouveau septennat. Le président de la République, Paul Biya, annonce la mise sur pied d'un plan national d'industrialisation et la poursuite des réformes structurelles engagées. Nous allons poursuivre nos réformes structurelles afin de renforcer notre équilibre budgétaire et de conforter la soutenabilité de notre dette. Des finances saines
sont en effet la condition de l'attractivité d'une économie et donc de son aptitude à accueillir les investissements. Le président Paul Biya s'engage par la même occasion à offrir des nouvelles opportunités pour l'amélioration des conditions de vie des populations durant ce nouveau septennat. Pape Mamaye Diocou, est-ce que vous avez senti, vous, quelque chose de particulier lors de cette élection, quelque chose qui s'exprime différemment que lors des précédents scrutins? Bon. Il y a eu un engouement particulier au sein de la population camerounaise, notamment en termes des attentes qu'ils ont peut-être exprimées sur les réseaux sociaux, entre autres. Oui, il y a le jeune candidat qui a 38 ans, qui est un jeune Camerounais qui avait un peu été le candidat des réseaux sociaux. Donc Cabral Libi. Exactement. Qui effectivement a eu un bon score. Qui est venu après le responsable du parti, Maurice Kamto. Donc ça veut dire quelque part, malgré la difficulté, je pense qu'il avait 6% du score. Et donc, comme c'est un pays qui n'a pas de second tour, il est très difficile justement aux opposants d'envisager même une coalition. Parce que sachant qu'un président sortant, pour qu'il soit éliminé dès le premier tour, c'est difficile. Il est obligé d'avoir un petit peu d'avance sur les opposants. Donc j'ai dit tantôt qu'une élection ne se gagne pas le jour des élections. C'est avant. Je donne l'exemple du pays que je connais le mieux, c'est mon pays, le Sénégal. Il a fallu que la classe politique sénégalaise se réunisse en 1992 pour faire un code électoral consensuel, pour définir les règles du jeu. Et que toute la classe politique soit d'accord pour ce qui a permis au président Abdoulaye Wade d'être élu président en 2000. C'est parce qu'il y a eu un code que la classe politique sénégalaise a discuté de bout en bout, ce qui a permis aujourd'hui qu'il y ait une alternance. Et par la suite, le nouveau président, encore Macky Sall, a été élu. Il y a eu deux alternances. Un peuple détient des talents divers et variés. On ne peut pas imaginer d'un coup qu'un seul homme, fût-il puissant, qu'il puisse détenir la science de tout. Donc j'estime qu'à toute malheur, il y a de bonnes choses qu'il faut tirer. Il faut d'abord que la classe politique camerounaise, surtout la frange de l'opposition, puisse avoir un cadre de dialogue. Non sur des formes de coalition non électorale, mais surtout dans le cadre d'une rédaction d'un code électoral consensuel qui va permettre au Cameroun, d'instaurer un deuxième tour, pour permettre justement d'avoir un code électoral consensuel, de contrôler le fichier électoral et surtout de permettre à tous les Camerounais de pouvoir voter. Je ne peux pas comprendre qu'une partie du peuple n'ait pas voté et qu'on estime que l'élection est transparente. Adama Coulibaly, ensuite je vous redonne la parole. Alors, il faut dire que pour une fois quand même, il y a eu des candidats qui se sont désistés, qui ont rejoint, qui ont soutenu la candidature de Maurice Kamto. Et qui lui-même, pour une fois, tirant les leçons de ce qui s'était passé auparavant, s'est déclaré, avant même la proclamation des résultats, s'est déclaré vainqueur. C'est dire donc que chacun savait que les dés étaient pipés dès le départ et qu'il faut rentrer dans un jeu de rapport de force pour que Biya puisse ne pas être réélu ou alors que sa réélection puisse être problématique, ce qui est le cas en ce moment. D'ailleurs, on peut constater que les chancelleries ne se sont pas bousculées, ne sont pas précipitées pour saluer cette réélection. Donc c'est un signe, parce que chacun sait que ça ne va pas forcément résoudre les problèmes. Donc, effectivement, on peut dire que les Camerounais, notamment la classe politique, a pris conscience que dans ce système-là, eh bien, elle ne peut pas avoir son mot à dire puisqu'elle ne pourra pas accéder au pouvoir dans les conditions actuelles du jeu. Et c'est pour ça qu'il faut s'organiser. Et c'est ça qui peut expliquer aussi que du côté anglophone, certains ont décidé de prendre les armes. Puisque les dés étant pipés depuis longtemps, il y a une classe politique qui est bien ancrée. Ce qu'on n'a pas pu résoudre en plus de 30 ans, ce n'est pas en 7 ans qu'on va les résoudre. Donc les gens, les Camerounais, en sont tout à fait conscients. Et il y a que ceux qui connaissent bien le système, qui sont issus de ce système, qui ont rejoint l'opposition, eh bien, ils savent très bien de quoi il en retourne, ils savent très bien que c'était compliqué. Voilà pourquoi peut-être que certains ont enfin accepté
quand même, ils voulaient être aussi chefs, hein, mais ils ont accepté de rejoindre la candidature de quelqu'un d'autre. C'est déjà un pas intéressant et je pense qu'en Afrique, il faudrait que de plus en plus, les gens voient l'intérêt général. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait, non pas seulement changement d'homme, mais changement de politique, parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on propose? Sega Goundiam, donc peut-être là le défi pour le président, encore un autre défi, c'est un dialogue. Est-ce que un dialogue entre pouvoir et opposition est possible au Cameroun à l'heure où la tension est extrêmement palpable? De toute façon, ça finira par se régler. Vous savez, la réelle politique, ça existe. Y compris pour les chancelleries qui ne sont pas précipitées. La réelle politique existe. Quand vous détenez le pouvoir politique formel, que vous avez une armée à votre solde, que vous avez noyauté depuis 34 ans, il a eu largement le temps, que vous avez noyauté toute l'administration, que voulez-vous qu'il lui arrive? Le gouvernement est obligé, le pouvoir est obligé de discuter avec l'opposition compte tenu des revendications. Mais bien sûr, il y a différentes formes de discussion. Je ne veux pas être cynique. Ils vont discuter avec certains en leur accordant quelques avantages, lesquels vont se taire. Ils vont discuter avec d'autres en les menaçant, quitte à ce qu'ils partent. Vous avez parlé de mise en résidence surveillée, pourquoi pas? Ils vont les menacer quelques autres. Information à confirmer. Hein, à confirmer, voilà. Mais c'est une des possibilités. Maurice Kamto qui serait empêché de sortir de son domicile. Il y aurait un dispositif policier encadrant donc écoutez, les extradés du Nigeria, on les a vus que depuis quelques jours. Donc pendant très longtemps, ils ont été arrêtés de manière complètement non officielle, puisqu'on ne savait même pas où ils étaient, ce qu'ils étaient devenus. On ne savait même pas qu'ils avaient été arrêtés. Donc ils sont, de toute manière, ils utiliseront l'intéressement. 2, la menace, et il restera une minorité qui vont pouvoir écraser. Je voudrais quand même, si c'est possible, rajouter que dans ce genre de situation, on prend toujours le peuple pour des niais qu'on peut dominer éternellement avec de telles méthodes. Au Burkina Faso, ça a été la même chose. Pendant 27 ans, Blaise Compaoré était là. Et on était en situation où il voulait modifier la Constitution pour être président à vie. Mais face à cette situation, heureusement, les Burkinabés se sont dressés, il y a eu l'insurrection, il est parti. Sinon, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, s'il avait été réélu dans ces conditions, effectivement, il y a des chancelleries, beaucoup de gens auraient dit, ah ben, Monsieur le Président, finalement, ils auraient dit, Monsieur le Président, on continue à avoir des relations, c'est le pragmatisme. Je pense que les Camerounais, j'espère, comme partout ailleurs en Afrique, sauront saisir l'occasion pour dire non. On peut se dresser, il y a 1000 manières de faire. Ceci étant dit, la violence ne résout pas toujours les problèmes. C'est l'organisation populaire aussi qui peut faire la pression sur les dictateurs. 2 mots, hein, je ne serai pas long, je ne vais pas faire de débat là-dessus. On a déjà eu ce débat avec un invité qui était également burkinabé, je me souviens, ici même. 2 choses. Pour que Blaise Compaoré y arrive, soit obligé de partir, soit chassé du pouvoir, il y a eu certes une révolte, mais il y a eu énormément de trahison, y compris dans son camp. Donc son camp a été affaibli. Et 2, l'armée l'a été, on l'a vu quand il y a eu le contre-coup d'État, l'armée l'a été puisqu'il y a l'ensemble des autres forces qui se sont opposées à son régiment présidentiel. Donc il y avait une espèce de coalition. C'est pour ça que je disais, noyauter, comme l'a fait Paul Biya, l'ensemble de la classe politique et toute l'administration, avoir, pour l'instant, comme un seul homme, toute l'armée derrière lui, on n'est pas dans la situation de Burkina Faso. Ok, on continue. Je peux me permettre. Pape Mamaï et ensuite je vous donnerai la parole à Dama Coulibaly. Moi, en aucun cas, malgré la résistance politique et pacifique qui doit être menée, sans complaisance, en aucun moment, la jeunesse africaine n'a plus besoin de prendre des armes pour se faire entendre. Ça, c'est un principe qu'il faut faire entendre. La mondialisation fait qu'aujourd'hui, y compris même le président Paul Biya, qui a déclaré sa candidature via Twitter, c'était le 13 juillet dernier. Donc ça veut dire quelque part, le monde des réseaux sociaux est en marche. Oui. On peut aujourd'hui, on ne peut pas cacher la misère d'un peuple. On ne peut pas rendre le peuple miette, le mieux humain. Le peuple camerounais, que le président Biya et son système le veuillent ou non, fera entendre sa déception, fera entendre sa voix, et le monde aussi
regarde le Cameroun, on ne peut plus faire à son peuple ce que l'on veut. Même les plus grandes dictatures du monde, comme la Corée du Nord ou autres, sont quand même épiées, suivies par la communauté internationale. Donc ce qui est vrai pour ces pays avec peut-être une forte armée, beaucoup plus puissante, une organisation, un système pyramidal assez huilé, ce n'est pas avec le Cameroun que cela se fera. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, le président Paul Biya a bien dit qu'il est élu, mais il sait très bien que la puissance d'un président d'Afrique ne dépend sur rien. On a vu les présidents tunisiens à l'époque, on a vu les présidents Kadhafi qui étaient plus puissants qu'eux. C'était Kadhafi même qui finançait beaucoup de chefs d'État africains. Mais donc, quand le système a tourné, a voulu lui tourner le dos, on a vu les conséquences. Je ne le souhaite à aucun peuple, mais je dis simplement que la jeunesse camerounaise, comme toutes les jeunesses africaines, doivent se lever comme un seul homme pour dire qu'effectivement, elle doit prendre son destin en main et qu'on ne doit plus nous laisser guider par nos papas, par nos grands-pères même. Parce que j'estime qu'à 80 ans, il est quand même assez temps d'aller se reposer et ce serait un repos bien mérité de la part du président Paul Biya. Deux choses. La première, c'est que même s'il avait 35 ans, s'il fait 2 mandats, si la loi prévoit ça, il doit partir. Donc ce n'est pas seulement une question d'âge. Maintenant, l'autre chose, c'est de dire que quand même, c'est mal connaître le Burkina que de dire que c'est parce qu'il y avait des gens qui l'avaient trahi. Non, c'est parce que le peuple burkinabé s'est battu pendant de nombreuses années, pendant toute cette période de dictature, avec des morts, et dans toutes circonstances. Je suis heureux que notre frère ait rappelé l'exemple de la Tunisie, par exemple. Donc, tous les peuples détiennent la vérité, ceux qui sont les plus forts. Oui. Quand ils se dressent, ce qui était le cas, et ces gens qui étaient du côté de Compaoré faisaient la traversée du désert. Ils ont rejoint donc une lutte qui se menait. Et il y a eu plusieurs périodes successives où ça s'est agrégé à cette période-là. C'est parce que les gens sont battus. Et c'est parce que les populations se sont battues à l'occasion du coup d'État du régiment de sécurité présidentielle et qu'il y a des femmes qui ont été, par exemple, au camp militaire de Bobo Dioulasso, dire aux militaires, si vous n'êtes pas assez courageux pour elles, donnez-nous nos armes, nous y allons. Effectivement, l'armée a rejoint le camp du peuple, mais c'est le peuple qui a donné le déclic. Et ceux qui étaient avec Compaoré ont rejoint. Et il y a des candidats qui étaient contre Biya, qui étaient aussi de son camp, et qui ont quitté, et qui ont rejoint, qui sont opposés. Donc là-dessus, ce qui est important, c'est que l'Afrique et les Africains puissent comprendre qu'il faut dialoguer, certes, mais qu'il faut se battre lorsque nous avons des gens qui nous prennent pour des niais, qui pensent que c'est eux qui ont une sorte d'onction divine et qui doivent gouverner à vie, ad vitam aeternam. Ce n'est plus possible. Il faut que les peuples s'organisent, que ceux qui sont comme nous puissent continuer à discuter, ça c'est très important, mais que cela aussi se passe sur le continent, entre opposition et pouvoir, et qu'on puisse sortir de cette situation, éviter que des enfants, que des vies partent inutilement de la manière la plus horrible possible. Merci messieurs pour vos explications. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir au sujet de cette investiture du président camerounais Paul Biya, investi donc ce mardi matin à un 7e mandat. On en reparle bien sûr dans nos prochaines éditions. En attendant, on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la 3e partie de cette émission. Nous parlerons du cobalt et nous prendrons la direction de la République démocratique du Congo. À tout de suite.